Il faut toujours commencer quelque part en fait. Parce que j'aime les chiffres. On se plonge vraiment dans le sujet. J'aime bien savoir en fait où je vais. Ça, c'est un côté aussi que moi j'aime beaucoup. Eureka FIP Bienvenue dans le podcast de l'École nationale des finances publiques. qui vous aidera à trouver votre voie. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Romy, je suis rédactrice au bureau B2 de la DLF, donc la direction de la législation fiscale à Bercy. Aujourd'hui, je te reçois pour faire ton historique, refaire un petit peu ton parcours, voir ta formation, ce que tu as pensé également de l'École nationale des finances publiques. Est-ce que tu peux me redire ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Absolument aucune idée, je crois que je voulais être vétérinaire au départ, puis après astronome, donc finalement j'ai fini à faire de la fiscalité, ce qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec les rêves de petite fille, mais comme quoi on se découvre et on découvre des métiers au fur et à mesure de nos études, et c'est ce qui est intéressant. Et la fiscalité, c'est venu à partir de quel moment dans la formation? C'est quand je préparais le concours de l'INSP, donc j'étais à la prépa INSP, et j'avais des cours de finances publiques. Je trouvais que c'était très intéressant et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait très vite s'adapter sur des matières, même quand on a un parcours de généraliste, parce que voilà, j'ai pas fait de master des finances, au sens strict du terme, donc Donc ce déclic, il est arrivé pendant une prépa, mais tu as fait la prépa de l'INSP. Dans quel cadre est-ce que ça s'est passé? c'était la prépa classe talent, donc l'expérimentation justement des classes talent, qui a duré quelques années. J'étais encore, à Sciences Po, mais je voulais, prendre une année supplémentaire pour, me donner du temps, réfléchir à quel concours, je voulais prétendre. Donc l'INSP me permettait finalement d'avoir cette année un petit peu, en retrait, où je pouvais préparer quelque chose, me concentrer sur plusieurs matières et puis voilà, diversifier les perspectives. Donc c'était vraiment pour temporiser et voir ce qui allait venir par la suite. Exactement, parce qu'on ne le dit pas assez, mais quand on fait des longues études, il y a un petit saut à faire dans le vide, qui est après le master, où tout de suite on doit trouver un emploi, un travail, et ça peut être assez pressant, surtout quand on n'a pas vraiment idée de ce qu'on veut faire. L'idée de passer les concours administratifs, ça permet de garder un maximum de portes ouvertes, tout en ayant voilà, une préparation assez solide, et puis se donner le temps de pouvoir se retourner et se dire ok, bon, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui me correspond. Et là, tu sortais d'un master à Sciences Po. Est-ce que tu peux m'en dire plus justement sur ce master? Alors j'étais à l'école doctorale, donc en relations internationales, ce qui n'a absolument rien à voir avec la fiscalité. J'ai fait un mémoire sur les ambassadeurs, donc j'étais très axée relations internationales. Je voulais prendre le temps de ces 2 années de master où en général, on en profite pour, faire des recherches, voir autre chose. Donc j'étais un peu, voilà, dans le monde, universitaire, dans le monde de la recherche. J'ai vu que ça me correspondait pas absolument et que je voulais pas faire de doctorat. Donc il a fallu qu'à nouveau, je maximise, les portes, et donc je me suis réorientée vers les concours administratifs. Et justement, pendant cette classe talent INSP, à partir de quel moment est-ce que tu as choisi les finances publiques? Comment ça s'est passé? Alors comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est, avec des rencontres. Ce qui était bien à la classe talent de l'INSP, c'est que vous avez des enseignants, des formateurs qui sont déjà en poste, qui sont administrateurs d'État et qui viennent donner des cours, et dans ce cadre-là, il se trouve que mon enseignant de finances publiques était, chef de bureau à la DLF, donc au bureau C1, et il nous a présenté, quel était le métier auquel on pouvait aspirer en étant, même avec le concours, d'inspecteur des finances publiques. Ça m'a beaucoup intéressée, vu que j'avais, des difficultés à aller jusqu'au bout et à passer le concours de l'INSP, parce que c'est une période qui est très, on est vraiment sous pression, où il y a beaucoup de stress. J'ai voulu faire un petit pas de côté encore une fois, et en fait, je me suis adressée à cet enseignant en lui demandant, «Tiens, si je veux travailler, du jour au lendemain à la DLF, est-ce qu'il y a un stage, pour commencer? Quelque chose, voilà, pour que les choses soient plus concrètes pour moi et puis à nouveau pour me donner le temps, de me projeter», et c'est donc cet enseignant, qui m'a ouvert, la porte, qui m'a acceptée en stage, donc de 3 mois pour commencer. Là, on découvre, finalement les choses, sous un tout nouvel angle, puisque, il s'agit plus de préparer, des concours, des matières, mais on est dans un cadre professionnel où on rencontre des gens, on rencontre des équipes, on voit ce qui est attendu de nous, et ça me donnait beaucoup envie de continuer. Donc j'ai fait ensuite, un poste de contractuel. Je suis passée de stagiaire à contractuel sur le même poste pendant 8 mois, le temps de préparer le concours d'inspecteur des finances publiques pour revenir finalement titulaire sur ce même poste. Donc pendant ces 8 mois, tu as été en même temps contractuel et tu as été formé pour passer un concours des finances publiques? Alors j'étais surtout contractuelle, donc là c'était vraiment mon projet, et puis à côté je me suis dit, «Bon, plutôt que de rester contractuelle, autant passer ce concours», puisque, mes collègues sont inspecteurs des finances publiques.
Le concours avait lieu à échéance, moins d'un an, donc ce qui m'a permis de, entre-temps, de continuer à cultiver mes fiches, mes notes et puis revenir passer le concours directement. Donc j'ai pas eu de formation à proprement parler, mais j'ai conservé en fait, les acquis de ma prépa pour pouvoir ensuite le repasser, directement. Tu mentionnais cette prépa talent. Qu'est-ce que tu retiens le plus justement de cette prépa talent qui te sert encore aujourd'hui? C'est la diversité des matières. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on prépare énormément de matières. On prépare de l'économie, du droit, des questions sociales, des finances publiques, des questions européennes, internationales. Donc, en fait, on a un vaste échelon qui nous permet voilà, de se positionner sur plusieurs choses. Et c'était ce qui m'a été vraiment utile pour préparer notamment inspecteur des finances, puisque j'avais comme matière, j'avais une note de synthèse. Donc, en fait, on est vraiment habitué à faire ça en prépa. Et j'avais un écrit de droit. Donc, j'ai pu vraiment réutiliser, le droit public que j'avais préparé, pour le concours. Donc finalement, tout m'a été utile en prépa et j'en garde, voilà, que de très bons acquis. C'était vraiment une formation bien taillée pour le poste qui t'attendrait par la suite. C'est exactement ça et même pour d'autres postes, puisque mes anciens collègues, de prépa à INSP, ont tous fait des choses assez, diversifiées et en même temps, voilà, qui leur a permis de se propulser un peu partout. Donc c'est vraiment quelque chose, qui nous permet, de répondre aux opportunités de la vie, quand elles se présentent. En fait, c'est un peu, s'il y a un message que je voudrais faire passer, ce serait ça, c'est de se dire: «OK, il faut pas avoir, un poste préconçu dans la tête en se disant: "Bah, tiens, à 8 ans, en fait, je sais que je vais être inspectrice des finances publiques"». En fait, il faut cultiver le plus possible, des choses qui nous intéressent, des matières qui nous portent pour que, voilà, le jour J: «Ah bah, tiens, oui, ça pourrait correspondre parce que j'ai tant de cordes à mon arc», hein. Et donc tu arrives à la DLF, d'abord en tant que stagiaire et puis ensuite en tant que contractuel. Quelles sont les premières tâches qu'on te confie quand tu arrives après justement cette prépa, INSP? C'est beaucoup de rédaction, beaucoup de recherche. Donc en fait, quand vous arrivez dans un bureau, vous êtes dans un bureau métier. À la DLF, en fait, c'est, trié par impôt. Donc je me suis retrouvée au bureau, qui traitait de l'impôt sur le revenu, de l'épargne salariale, l'épargne retraite. Donc c'est les sujets du bureau sur lesquels vous êtes amené à travailler. Les premières tâches qu'on va te demander, c'est, de rédiger une note. Tiens, voilà, il y a telle saisine qui arrive, il y a telle question de droit qui est posée. Essaie de faire des recherches pour, dire, du point de vue de la fiscalité, comment répondre en droit. C'est un travail très objectif, puisqu'il s'agit pas de donner son avis personnel, sur des choses, mais d'être, très renseigné sur un petit point spécifique, qui fait l'objet d'une demande, sur laquelle, voilà, il faut répondre en droit et s'il y a pas, effectivement chercher, quelle est la meilleure, réponse à donner. Donc c'est beaucoup de rédaction qu'on m'avait donné, beaucoup de recherches et puis aussi au début, tout le monde passe par là. Vous avez un petit dossier, avec, beaucoup de notes de la section, beaucoup de fiches, beaucoup d'éléments, sur lesquels, voilà, on s'imprègne partout. En fait, il faut un petit temps d'adaptation et ce temps d'adaptation, il est permis, voilà, avec, de la lecture, beaucoup de travail, voilà, pour s'imprégner, des matières. C'est un univers très, très riche. Est-ce qu'il y a eu une différence entre la période où tu étais stagiaire et la période où tu étais contractuel? C'était plutôt semblable, puisque, j'ai eu la chance, que mon chef de section de l'époque, quand j'étais stagiaire, m'incluait beaucoup, dans les travaux, dans les tâches à faire. Donc je me sentais vraiment, en ligne avec ce que faisaient les autres rédacteurs. Donc quand j'ai continué sur le statut de contractuel, c'était finalement, la même chose. Sauf que, je commençais à avoir déjà un peu plus, de recul sur ce qui était attendu de moi, sur la manière de rédiger, quand même très, très importante. Il y a un style administratif, quand on travaille dans l'administration qui est attendu. Donc voilà, c'est un petit temps d'adaptation, je dirais, la différence quand on est stagiaire et qu'on découvre. Et ensuite, voilà, on prend vite, ses aises et on peut se permettre, voilà, d'avoir un travail, qui est encore plus minutieux et ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est encore quelque chose que tu fais? Absolument, ça n'a pas changé. Un des mots qui résume le travail de rédacteur, c'est la rédaction. Il n'y a pas. Donc c'est toujours un peu les mêmes tâches, mais en même temps avec, beaucoup d'inédits, d'inattendus, de questions nouvelles. C'est la même manière de travailler, mais toujours différemment sur des sujets, sur toujours des questions nouvelles qui se posent. On n'arrête jamais de découvrir, on n'arrête jamais d'apprendre, dans ces milieux-là. Exactement, parce que, le droit évolue. Chaque année, il y a des nouvelles normes, il y a de nouveaux enjeux, il y a des choses à faire disparaître, il y a des choses à commenter. La profession normative, fait que, voilà, il y a toujours du travail et on se sent pas chômeur à long terme quand on arrive ici. À la fin de ce poste de contractuel, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui as dit:
«Bon, à partir de maintenant, je vais me former et passer titulaire», ou alors tu arrivais à une fin de contrat et il fallait, trouver autre chose? Alors j'avais vu justement, parce que c'était une idée que j'avais déjà en tête, quelque temps avant la fin de mon contrat. Je me disais: «Bon, il faut que je passe ce concours». Donc j'en ai, parlé à mon chef de section, donc qui m'avait fortement encouragée à le faire. Donc on avait convenu, d'une date de fin de contrat qui nous permettait, voilà, à la fois de, passer, en septembre suivant sur un nouveau stage, qui était donc celui de titulaire, en ayant préparé le concours pendant, et passé le concours pendant ma période, justement de contractuelle pour éviter qu'il y ait un enchaînement, tout à fait naturel. Il a été très ouvert à cette proposition, que tu lui as formulée? Absolument, c'est, ce qui est bien, et ça c'est de manière générale à la DLF, c'est qu'il y a un véritable encouragement à passer des concours, à faire en sorte que, les gens se forment, qu'eux aussi ils soient dans un poste qui répond à leurs attentes. Donc voilà, moi ma volonté c'était aussi de rejoindre encore plus, la DLF, donc bien sûr que c'est très encouragé. Et donc tu t'inscris au concours de l'École nationale des Oui. finances publiques. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Bah, c'est vrai que quand on sort d'une année de prépa, on se dit: «Bon, il y a plus qu'une ou 2 matières à passer, pour inspecteur des finances» et c'est très bien et c'est ce qui me permet d'aborder les choses beaucoup plus sereinement donc j'ai pas eu besoin de beaucoup préparer. J'avais déjà mes fiches qui étaient toutes prêtes, je les relisais de temps en temps. Ça me demandait pas un gros travail et ce qui me permettait aussi, de pouvoir m'adapter, sur le poste contractuel, sur lequel j'étais donc voilà, c'était pas très difficile à préparer, fort heureusement. D'accord, la majorité du travail avait déjà été abattue. Exactement. Et vu que tu étais déjà, entre guillemets, «en interne», tu avais déjà un contact avec les finances publiques, est-ce que cette préparation t'a aidé pour aborder sereinement également les concours? Je veux dire le jour des concours, est-ce que tu étais aussi dans un état d'esprit serein ou alors, c'était totalement différent? J'étais plutôt sereine, sachant que c'est assez impressionnant, le concours d'inspecteur puisqu'on se retrouve à Villepinte, dans des hangars, qui sont normalement dédiés au parc des expositions. Donc pour dire en fait, la masse, de candidats qui arrivent, mais non, il me semble que j'étais pas si stressée que ça. Au contraire, j'étais plutôt concentrée, je voulais vraiment que ça se termine le plus vite possible pour, pouvoir me projeter donc c'est vrai qu'il y a un petit stress, au moment où on s'assoit, où on va retourner le sujet et puis après on se dit: «Allez, c'est maintenant, hop». Et puis au moment de retourner le sujet, il y a pas eu de surprise? Non, pas du tout. Tout était bien préparé, autant la forme que le fond? Oui, 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 vraiment ça, pas de difficulté. Et donc, aux finances publiques, les concours, c'est une partie écrite, une partie orale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui, pour toi, faisait la différence entre les 2 épreuves? Est-ce que tu as abordé différemment les 2 épreuves et est-ce que l'une te faisait plus peur que l'autre? Il y a toujours un petit aléa avec l'oral, parce que les écrits, bon, il y a un programme, donc on sait à peu près sur quoi on va tomber, on sait comment on doit rédiger. L'oral, il y a toujours un aléa, on ne sait pas quel jury on va avoir, comment ça va se passer, donc notamment, le grand oral aussi, pourquoi pas, puisque, il faut se présenter, il faut dire pourquoi c'est nous, pourquoi nous, notre profil, on sait qu'il sera le bon et ça peut générer un peu de stress et d'ailleurs, je crois que c'est l'épreuve qui m'avait le plus stressée, j'étais arrivée toute tremblante, au moment où il faut faire ces 5 minutes de présentation. Alors que voilà, c'est pas la première fois qu'on fait ce genre d'oral, je l'avais fait avant dans d'autres cadres, j'avais fait des oraux blancs et finalement le jour J, on sait pas pourquoi, bah, on vacille un petit peu pendant les 5 premières minutes et puis après on se remet et on se dit: «Allez, on va jusqu'au bout de l'épreuve». Donc ouais, le format de l'oral est un peu, après ça c'est un peu plus personnel, mais je pense que ouais, c'est ce qui me déstabiliserait le plus, hein. Tu étais un petit peu intimidée aussi? Un peu, ouais, un peu. Un peu parce que quand on veut vraiment quelque chose, ben, voilà, le corps, s'emballe, le cœur aussi et tout à coup on doit rester extrêmement mesuré, clair dans ce qu'on dit, avec 2 paires de yeux qui vous regardent et qui attendent de vous que vous les emmeniez, voilà, que vous leur fassiez passer un bon moment, et qu'en même temps, enfin, c'est un exercice pour convaincre, donc c'est assez difficile. C'est assez difficile et je pense que ça le restera toujours, hein, c'est vraiment l'épreuve la plus incontournable des concours, je crois. Si aujourd'hui tu devais te donner un conseil à toi, 1 mois avant de passer cet oral, qu'est-ce que tu te dirais? De respirer, d'être sereine, vraiment, parce que plus on se met la pression et plus on dit de bêtises et plus on perd le fil,
C'est un peu comme le permis de conduire. C'est pareil pour les concours, c'est pareil dans tous les grands moments de la vie, le stress n'aide pas forcément, c'est plutôt quelque chose, qu'il faut apprendre à gérer au plus vite. Vraiment, gérer le stress. Quand arrive la notification, d'acceptation, enfin de réussite du concours, comment est-ce que tu te sens? On se sent toujours très bien les 1 secondes, on est toujours très content et puis, comme à chaque fois dans la vie qu'on obtient quelque chose, bah, on se dit qu'on va être super heureux pendant des mois et en fait, l'allégresse, ça dure que quelque temps parce qu'on se projette tout de suite sur autre chose. Donc quand j'ai vu les résultats, j'ai dit: «Ah super, c'est génial», mais puis maintenant, OK, il y a l'établissement de formation, il va y avoir l'hébergement, il va y avoir toute cette période à préparer, la transition, comment on va faire? Et en fait, on se refait de nouveaux soucis et on a de nouveaux objectifs donc finalement, la joie est malheureusement de courte durée. Alors tu parlais de tous ces petits problèmes logistiques qui forcément les uns ajoutés aux autres créent un petit peu une sensation qui peut être désagréable. Est-ce que l'école met en place des dispositifs pour vous aider justement à faciliter cette période de transition? Bah, quelque part oui, puisque, j'ai pu bénéficier, d'un logement Alpaf, donc en arrivant, sur le campus de Noisiel. Donc ça s'est fait en amont, la demande et cetera et heureusement qu'il y a ça. Ça, c'est déjà l'accompagnement, enfin le plus essentiel, c'est ça, c'est de savoir où on va dormir. Surtout si on est dans un campus qui est éloigné et cetera, donc c'était le cas à Noisiel. Je pense que vraiment, le 1er accompagnement, ça doit être le logement. Je pense qu'on sous-estime souvent ça, mais ce qu'on appelle les difficultés logistiques, ça peut vraiment, vous faire rater les concours. Ça, c'est clair. Savoir que, enfin voilà, être dans l'incertitude que, où est-ce que vous allez dormir? Si vous le ratez, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Quel revenu vous allez avoir? C'est énorme et en fait, c'est ça qui peut vous faire, vriller. Donc ouais, non, l'accompagnement, je l'ai eu à l'ENFIP, je l'ai eu avant, j'ai été boursière, mes 5 années d'études et en fait, sans ça, je serais pas là. Je serais pas là, clairement. Juste, ALPAF, ça veut dire quoi? L'ALPAF, c'est, l'association pour, le logement du personnel administratif et financier, donc c'est, en fait un petit, quota de logement qui est, normalement dédié, au personnel, des finances publiques. Et donc pendant ces études, tu es quand même considéré comme personnel des finances publiques? Exactement et ça, c'est une très, très bonne chose. Malheureusement, il y a pas beaucoup de logements, c'est difficile d'en avoir, mais quand on l'a, on est quand même assez satisfait parce que j'étais à 5 minutes à pied de Noisiel. D'accord. Ce qui change beaucoup de choses. Ce qui change beaucoup de choses et qui est agréable pour les études. Est-ce qu'il y a d'autres avantages qui viennent avec ce statut, d'inspecteur stagiaire? La rémunération, il y a une très bonne rémunération quand on est inspecteur stagiaire, qui nous permet de pouvoir se projeter en attendant d'être titulaire, d'avoir un revenu, garanti, vous avez une partie de l'indemnité qui est pas imposable en plus donc enfin vraiment c'est quand même fait pour encourager les gens à passer le concours et à se dire: «OK, bon, bah, là tu vas passer un concours mais tu sais que, tu vas avoir une période de formation, tu vas devoir, postuler, candidater partout donc ça va être une période assez de moyen terme». Mais sur cette période de moyen terme, bah, il y a des garanties et voilà, il y a des aides. On laisse pas les gens, tout seuls comme ça, dans la rue pendant 1 an et ça, c'est très bien. Donc la formation, elle dure 1 an. Comment se passe justement cette année? Comment est-ce qu'elle est fragmentée? Alors elle s'articule sur, 3 périodes, le 1er semestre qui commence, en septembre et une période un peu, généraliste où tout le monde suit les mêmes cours. On commence à découvrir un peu l'environnement des GFIP parce qu'il y a des horizons très variés, voilà, on parle d'études, mais c'est même plus, des études à ce stade, c'est une formation, c'est une école pour adultes avec des gens qui ont tous âges, tous profils, confondus. Il s'agit de remettre un peu les mêmes bases pour tout le monde dans une première période. La deuxième, on se spécialise sur, une partie donc des activités de la DGFiP, donc c'est en bloc. Moi j'avais suivi le bloc contrôle fiscal. Il y avait, voilà donc ça nous permet de s'orienter un petit peu, avant de pouvoir postuler et candidater sur d'autres choses. Donc là, on a des cours un peu plus spécifiques. La troisième partie donc qui commençait à partir du mois de mai, jusqu'à septembre et bah, c'était la partie de stage, en stage pratique où, là en fait on vise l'administration dans laquelle on va devenir titulaire en septembre et on commence en tant que stagiaire là-bas. Pour moi, c'était la DLF, donc j'ai fait mon stage, dès le mois de mai et donc sur cette période, oui, il y a un accompagnement pédagogique parce que vous avez des formateurs, c'est une formation qui est en présentiel, c'est en accéléré, c'est quand même assez dense. Bon, c'est fait pour, voilà, que tout le monde ait au moins, les bases de l'environnement des GFIP, de ce qu'on fait et surtout, voilà, si on est amené à être dans le réseau,
avoir, les règles, et voilà, les notions que tout inspecteur, doit avoir. C'est vraiment une ouverture sur l'ensemble de la DGFiP et élargir un petit peu son spectre de vision sur, l'organisation. Absolument, absolument. C'est beaucoup les métiers du réseau, donc les métiers du contrôle fiscal, avec, voilà, toutes les grandes directions, donc c'est très intéressant de voir, la multiplicité des institutions, des acteurs, qui interviennent. Quel est le travail qu'on fait? Parce qu'en fait, quand on est inspecteur, on fait vraiment pas le même travail selon qu'on soit envoyé, dans telle direction ou ailleurs. L'administration centrale, c'est très particulier, c'est très différent aussi des métiers des GFIP, hein, parce que voilà, c'est ce qui fait que pour moi, mon profil de généraliste, ça m'allait très bien d'être dans quelque chose qui est beaucoup plus généraliste, même si on fait de la fiscalité, mais on la fait autrement. Pour resituer temporellement, tu arrives en stage en mai. Combien de temps est-ce que il s'est passé entre la fin de ton contrat de contractuel et le début de ton stage? Fin contractuelle, donc c'était, un 31 août. Ensuite, je suis arrivée à Noisiel en septembre et au mois de mai, donc j'ai passé mon stage et titulaire en septembre 2024. Donc en fait, il y a eu aucune pause finalement. Et donc en stage, tu as retrouvé ton bureau, ton administration. Est-ce que à un moment pendant la scolarité, il y a eu un doute ou, une invitation à aller autre part? Ou alors c'était vraiment, la direction de la législation fiscale qui était visée, dès le début de la formation? C'était vraiment la DLF. Je voulais vraiment y retourner dans un autre bureau pour changer. Donc j'ai changé de bureau par rapport à mon expérience de contractuelle pour varier un petit peu. Mais sinon, non, non, je souhaitais vraiment retourner en administration centrale. Après, il y a aussi un argument qui était un peu décisif pour moi, c'est la localisation aussi par rapport à d'autres directions qui sont pas forcément à Paris. Bon, moi, j'avais quand même le besoin d'être intramuros, donc ça m'allait très bien. Et donc, il y a la stabilité, il y a la rémunération, il y a aussi la connaissance et les habitudes qui jouent. Et est-ce qu'aujourd'hui, du fait de ton statut d'inspectrice, il y a des choses qui changent, dans le contenu de ton travail? Pas du tout, pas du tout parce que, finalement, j'ai fait les mêmes tâches, j'avais la même fonction que quand j'étais contractuelle. Ça, c'est aussi un bon signal, de dire que voilà, une administration, est capable de s'adapter aux nouveaux modes d'action, de la fonction publique, donc par les contractuels et puis de voir qu'en fait, un contractuel est à un statut assez égal par rapport à un titulaire. Donc non, les tâches étaient les mêmes. D'accord. Et aujourd'hui, tes missions, si tu devais les résumer, ce serait quoi? C'est avant tout, de répondre aux saisines qui nous sont, formulées. Les saisines, elles répondent à plein d'acteurs différents. Ça peut être, voilà, des institutions qui vous posent une question, ça peut être, donc plein d'organismes, variés, ça peut être des États. Donc il s'agit vraiment de répondre à ces questions. Ensuite, vous avez la partie, doctrine administrative, c'est-à-dire que chaque année après la loi de finances, la DLF commente les dispositions fiscales qui ont été, votées en loi de finances. Ces commentaires s'intègrent au bulletin officiel des finances publiques, donc le BOFiP, qui est mis à jour, aussi régulièrement que possible. Et ces mises à jour, donc elles sont faites, en partie par les rédacteurs, dont le travail sera visé ensuite par la hiérarchie. Donc il y a la partie commentaire qui est très intéressante parce que là aussi, il ne s'agit pas seulement de regarder les précédents et de voir, comment répondre à une question puisque c'est à nous de mettre à jour le droit. En fait, c'est un vrai travail d'information du public et des contribuables qui est de dire: «OK, il y a telle disposition qui est passée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?» On précise avec des modalités de calcul, on exemplifie, c'est quand même un travail pour rendre, les finances publiques accessibles et intelligibles, donc c'est très intéressant. Et vous avez également la partie, législative, travaux législatifs qui est très, très importante à la DLF, donc qui est liée au projet de loi, de finances annuelles, mais également d'autres projets de loi dans l'année qui ont un impact fiscal. Donc là, en fait, la DLF peut porter des mesures en amont du projet de loi, ce qui nous amène à parfois aller au Conseil d'État, où en fait, la DLF est entendue par le Conseil d'État pour justement examiner, les mesures qui vont être faites, en quoi est-ce qu'elles sont, viables juridiquement, en quoi elles peuvent poser un problème. Donc il y a un vrai travail d'échange avec les institutions. Après le projet de loi passe à l'Assemblée nationale en première lecture, donc là, c'est un travail qui est totalement différent de ce travail rédactionnel, que j'expliquais au début. C'est que, par exemple, vous allez avoir, 3 000 amendements qui vont être déposés sur le texte. Sur ces 3 000 amendements, chaque amendement va être ventilé sur, le bureau, responsable, donc il y en a beaucoup à la DLF qui sont traités. Donc l'amendement, c'est cette proposition de modification du texte par un député et quand on reçoit un amendement qui traite
d'une matière. Par exemple, moi je suis dans le bureau métier sur l'impôt sur les sociétés. Si je reçois quelque chose qui concerne une exonération que nous traitons au bureau, eh bien dans ce cas, il faut proposer une réponse à cet amendement, dire si on est favorable ou défavorable, pourquoi, donc faire un argumentaire détaillé. Et en fait, ce qu'on appelle cette fiche de banc, donc cette réponse à l'amendement, sera lue par le ministre en séance publique le jour où le texte est débattu sur ce point. Donc c'est un travail qui est maintenant beaucoup plus politique sur cet aspect, qui est plus formel aussi, parce que là, on a moins de pattes créatives, en fait. On essaie voilà, de répondre synthétiquement à l'argument en fermant la position, donc c'est assez intéressant. Donc les travaux législatifs, c'est une autre temporalité que ce qu'on fait. C'est un temps qui est dans l'urgence, c'est un temps court, alors que d'habitude, on est sur le temps long. Quand on est face à nos dossiers, on travaille seul, alors que pendant les travaux législatifs, c'est de l'équipe, puisqu'on traite nos amendements, on fait remonter, on échange avec nos chefs, on échange avec la hiérarchie, et la hiérarchie nous emmène voir finalement les résultats finaux de nos travaux à l'Assemblée, au Sénat. Donc il y a cette partie déplacement qui est comprise aussi dans le travail du rédacteur, qui est très intéressante. Elle est un peu paillette parce que voilà, tel jour on est au Conseil d'État, tel jour on est au Sénat. Mais en fait, elle reflète surtout l'association du rédacteur à l'ensemble des travaux. Et puis voilà, elle montre que voilà, on n'est pas seul et on fait pas son petit bout de travail dans son coin, mais on est pleinement associé, on a une vision d'ensemble de ce qu'on fait. Donc voilà, les tâches d'inspecteur à l'ADLF sont assez diverses. Il y a ce travail rédactionnel, ce travail de commentaires et de travaux législatifs. Est-ce que justement, dans cette richesse des tâches, que tu as à effectuer, il y en a une que tu préfères par rapport aux autres? Que ce soit, le travail de groupe, un travail à faire seul ou alors juste un thème qui t'attire plus qu'un autre? J'aime bien changer, donc je suis plutôt contente, justement de voir que, les tâches, changent, au fil des jours et au fil des périodes. Après, je suis plutôt un loup solitaire, donc je suis plutôt contente quand je me retrouve, derrière mon écran à faire les commentaires administratifs. J'aime bien parce qu'on se plonge vraiment dans le sujet et on gagne une expertise, vraiment qui est assez inédite parce que, on est, confronté, seul sur les mêmes, les mêmes dispositions en permanence et on se rend compte que voilà, on gagne en connaissance, sur ces sujets-là et c'est hyper intéressant. Donc ouais, j'aime bien le côté un peu solitaire, même si je suis très contente, de mettre ça en perspective avec mes collègues, le moment venu. Et ces travaux de groupe et ces travaux solitaires, parfois, ils se chevauchent, j'imagine? Absolument, absolument. On pense qu'on est seul, mais en fait, quand on bloque, parce que ça arrive aussi, hein, on se dit: «Mais tiens, en fait, là, non, je comprends pas, j'arriverai pas à lever l'obstacle», on se retourne vers son collègue, on lui dit: «Tiens, tu 2 minutes, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, je bloque, qu'est-ce que tu penses de ce raisonnement?» Ou on peut aller voir, son chef de section, qui est souvent la personne à la DLF qui a le plus, d'expertise, qui a la plus grande technicité et c'est très, très formateur, de pouvoir échanger avec, des personnes qui ont, une vraie connaissance fine des sujets. Et est-ce que justement, pendant ces temps longs que tu disais, il y a possibilité de faire du télétravail ou alors c'est vraiment du présentiel? Non, il y a beaucoup de télétravail, c'est ça qui est très bien. C'est pas une obligation, mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas en prendre, c'est tout à fait possible, donc c'est très flexible. Actuellement, on en a 2 jours par semaine, donc voilà, on choisit un peu les jours qu'on veut, selon les consignes, du chef de section. Moi, j'aime bien aussi le télétravail parce que ça permet de lever le pied sur un rythme qui est quand même assez intense et voilà, on s'épargne les transports, et c'est ce qui permet d'être d'ailleurs, voilà, quand on a des travaux à rédiger seul, c'est même plus confortable, on avance plus efficacement, quand on est, derrière son écran chez soi que, dans le bureau où il y a toujours un peu d'effervescence et voilà, où on peut être facilement interrompu. Est-ce que aujourd'hui tu as des possibilités d'évolution, des capacités de changer de service? Dans quelle mesure est-ce que tu pourrais justement évoluer professionnellement? Il y a beaucoup de perspectives, donc là, normalement, on s'engage sur 3 ans, quand on commence son premier poste, donc on est fixe, pendant 3 ans et ensuite, tout est possible. On peut soit rester, on peut, changer de bureau, on peut faire, voilà, une demande en passant des entretiens, surtout que c'est un peu plus facile quand on est déjà à la DLF et que, voilà, on sait déjà comment ça se passe. On peut, faire un détachement.
J'ai des anciens collègues qui sont partis au ministère de la Culture, où il y a des postes de fiscalité aussi. Une collègue qui est partie au secrétariat général des affaires européennes, donc elle fait beaucoup d'interministériel, elle fait beaucoup de coordination. Donc ça, c'est le détachement, qui est toujours une voie très intéressante, surtout si on veut changer de ministère. Et puis aussi, il y a la voie des concours qui est tout à fait possible, notamment là, c'est la voie interne. Quand on a 4 ans de service public, on peut prétendre au concours interne, notamment à l'INSP, on peut faire des prépas. Il y a le concours d'IP aussi, bien sûr, l'inspecteur principal, qui est accessible en interne. Donc, il me semble que c'est 5 ans, par contre, d'expérience d'inspecteur. Et donc voilà, au contraire, tout est fait, tout est mis en place pour que les gens évoluent à leur manière. Donc, ça crée un petit peu un petit sentiment d'émulation. On voit chaque année des collègues qui ont eu leur concours, qui le préparent, ou même qui n'ont pas réussi à l'avoir du premier coup, mais qui continuent à le préparer. Donc voilà, tout est possible. Et toi, c'est une porte que tu ne fermes pas dans le futur, celle de la formation? Ou alors pour l'instant, tu te dis, que tu resterais bien, sur ton poste actuel? J'aimerais bien peut-être à moyen terme passer un concours, parce que c'est vrai que comme on est sur des sujets très spécifiques, une fois qu'on arrive à avoir une certaine maîtrise de ces sujets, je pense qu'on a un petit peu envie de voir autre chose. Donc en général, je pense que 4-5 ans sur un poste, c'est très bien, mais que ça donne envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, et c'est tout à fait normal. C'est quoi ta dernière grande fierté sur ton poste? Oh, je me dis pas souvent ça, parce que, en fait, on se rend compte à quel point, quand on rend un travail, on peut toujours se perfectionner. Et on se dit au contraire: «Oh bah mince, j'aurais pu être meilleur là-dessus», ou finalement: «Tiens, j'ai pas vu ça, la prochaine fois, je pourrais voir ça d'une autre manière». Donc en général, je suis pas trop dans le je me félicite pas trop, j'ai plutôt tendance à voir ce qui peut être amélioré. Je me rappelle une fois où, en fait, on est parti en réunion au Conseil d'État, c'était l'an dernier, justement sur le projet de loi, de finances. On a été interrogés, et en fait, j'étais la seule de mon bureau à participer. Il y avait, d'autres bureaux qui étaient là avec leur hiérarchie, et en fait, le rapporteur, m'a posé une question sur, un de nos dispositifs, et effectivement, c'était, à moi de le commenter, vu qu'il y avait personne d'autre. Et je me suis rendu compte que j'ai pu m'en sortir, et que j'ai pu répondre au rapporteur sans raconter n'importe quoi, et en étant claire et limpide. Donc je me suis dit: «C'est génial, en fait, c'est bien». Ça prouve que, en fait, il faut se faire confiance, et que, justement, même à la DLF, où on pense que c'est très hiérarchique, où on pense qu'il y a ce côté très vertical, ben non, vous pouvez tout à fait être amené à vous exprimer au nom du bureau sur une mesure auprès du Conseil d'État. Donc j'ai trouvé que j'en ai ressorti en tout cas une confiance de l'institution, parce que voilà, on est envoyé là-bas, on n'est pas envoyé là-bas pour prendre des photos, on est là pour être sérieux et essayer, voilà, d'être toujours disponible dans ce qu'on fait dans notre travail. Donc ouais, j'étais plutôt contente à ce moment-là. Généralement, en fin d'entretien, je pose toujours une question à mon invité. C'est quoi la toute dernière chose en date que tu as appris? Je savais pas qu'on pouvait commander des règles au bureau d'ordre, mais on leur demande, on leur dit qu'on a besoin de quelque chose, et ils sont toujours, voilà, toujours extrêmement serviables et amicaux, donc ils se plient un peu en 10 pour nous. Donc effectivement, ils Hop. répondent à nos attentes. Et c'est quoi le bureau d'ordre? Le bureau d'ordre, c'est, en fait, ce sont des bureaux qui sont rattachés à la DLF, qui permettent de faire beaucoup de logistique, par rapport au traitement de nos dossiers, à les enregistrer, à faire un rôle d'archivage, à organiser, des réunions, à planifier. Donc c'est un peu nos secrétariats, en fait, dédiés, et c'est des personnes qui sont ultra disponibles et qui répondent un peu à toutes nos questions. Donc voilà, c'est toujours, ça fait toujours partie de ce travail d'équipe, qu'on a en permanence. J'aimerais te poser une série de questions. Donc tu vas devoir me dire, pour chacun des mots que je vais te dire, ce qui a été le plus important pour toi dans ta carrière. Par exemple, si je te dis une personne, Le fameux chef de bureau, qui m'a permis, de découvrir la DLF, au moment de mon stage. une parole, Le fait de devoir justement toujours persévérer et de continuer, de croire en ce qu'on fait, et ça, c'est des paroles qui sont même portées, en fait, souvent par notre hiérarchie qui nous soutient beaucoup. Donc oui, plutôt des mots d'encouragement que je devrais retenir dans ce cas. le mail le plus important. Le mail le plus important, il y a, peut-être, les mails de départ d'une collègue, que j'appréciais beaucoup, qui a fait ses adieux, à la DLF en partant, donc c'est vrai que ça a été un moment d'émotion. Le livre le plus important. Le CGI, Code général des impôts.
Évidemment. Ça aide au Ah ça, c'est obligatoire. C'est vraiment, c'est sur le lieu ouais, c'est la bible, à conserver chaque année, le CGI, oui, bien sûr. La tâche la plus importante que tu aies eu à faire? Toutes, en fait, toutes. Répondre aux saisines, chaque saisine est hyper importante, donc sans originalité malheureusement, mais elles sont toutes, extrêmement importantes et il faut toutes les considérer, voilà, avec le même degré de sérieux. Chaque question de nouvelle de droit, il faut absolument, répondre, et le reste, voilà, c'est plutôt de l'accessoire, les travaux législatifs, c'est pas tout le temps, les déplacements, c'est pas tout le temps. C'est pour ça que je disais que ça a un côté un peu paillettes, c'est qu'en fait, le travail du quotidien, c'est surtout ça, c'est de pouvoir rédiger, de pouvoir, orienter, le droit, de répondre, au réseau qui a par exemple des difficultés d'application du dispositif, qui nous demande pourquoi, voilà, ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu ce rôle de conseil. D'accord. C'est quelque chose que je fais avec tous les invités. Je donne des débuts de phrases qui sont assez génériques et toi, tu dois compléter la phrase avec le premier mot qui te vient par la tête. Je n'aurais jamais pu m'en sortir sans Sans l'aide, de la chefferie. j'adorerais être formé sur Les restructurations, parce que mine de rien, même si c'est un vaste, sujet de mon portefeuille, c'est toujours, bon à prendre comme formation. mon objectif ultime, c'est Un concours. en commençant ce métier, je ne m'imaginais pas que Que j'allais autant rédiger. aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de Du code général des impôts. mon métier, il est Palpitant. dans 6 mois, je serai Au même poste. il y a 6 mois, j'étais Au même poste. aujourd'hui, je suis Toujours au même poste. et ce podcast, il est Super. merci beaucoup, Romy et puis, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux de l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques et puis, n'hésitez pas à vous tenir informés pour de nouvelles sorties de podcasts.